7 détenus s'évadent d'une prison à sécurité maximale au Nouveau-Mexique. La police d'État et la police locale demandent l'aide du FBI. Commencent alors des recherches acharnées pour retrouver ces hommes dangereux. Les évadés, qui sont tous de violents criminels, sont une menace pour la population et ils terrifient tous ceux qu'ils croisent sur leur route. Il faut que les enquêteurs les capturent avant qu'ils ne volent, violent et tuent de nouveau. L'aile nord du pénitencier du Nouveau-Mexique, près de Santa Fe, est à sécurité maximale. On y retrouve les criminels les plus violents de l'État. Des voleurs à main armée, des violeurs et des meurtriers. En 1987, on avait assigné au meurtrier et détenu William Gilbert la fonction de portier de sa section. Pour Gilbert, le 4 juillet 1987 serait la fête de son indépendance. Il entra de force dans le poste de contrôle. Gilbert fit sortir 6 autres détenus. Ceux-ci le rejoignirent dans le poste de contrôle. Les détenus montèrent dans une échelle qui menait à une trappe d'évacuation sur le toit. Ils prirent un gardien en otage avec eux. Les détenus marchèrent sur le toit à la recherche d'une issue. Ils cherchaient un endroit où la clôture de l'enceinte rejoignait l'entrée du bâtiment et d'où ils pourraient sauter. Une fois au sol, ils menottèrent le gardien à la clôture et disparurent dans la nuit. Le gardien se libéra rapidement de ses menottes et alla chercher de l'aide. Les dirigeants de la prison furent abasourdis en apprenant que plusieurs détenus dangereux s'étaient évadés. Gilbert avait réussi à mettre la main sur une arme à feu en prison. En moins de 2 minutes, il avait pu franchir le poste de contrôle. En raison de coupures budgétaires, il n'y avait aucun gardien dans le Mirador pour surveiller le toit par où les hommes s'étaient enfuis. De plus, les détecteurs de mouvement sur le toit ne fonctionnaient pas. Les dirigeants de la prison se demandaient si les détenus étaient au courant de ces lacunes ou s'ils avaient simplement eu de la chance. Les détenus de la prison furent tous confinés à leurs cellules. On se mit aussitôt à fouiller le secteur autour du pénitencier. Les évadés n'avaient qu'une avance de 15 minutes. Le directeur de la prison contacta la police d'État du Nouveau-Mexique. Il fallait bloquer toutes les routes et mettre tous les agents disponibles à la recherche des évadés. On transmit au bureau de shérif locaux la description des détenus en leur demandant de rester en alerte. Les dirigeants de la prison transmirent toutes les informations relatives à l'évasion à la police d'État du Nouveau-Mexique. Voici l'ex-lieutenant Mark Radosevich. On devait mettre au point un plan d'investigation
un plan d'information du public et un plan pour arrêter les évadés. Tout devait être mis au point en même temps. Si on échouait à le faire efficacement et rapidement, la situation pourrait devenir catastrophique. La prison était située à environ 20 km du cœur de Santa Fe. Il y avait plusieurs quartiers résidentiels à seulement quelques kilomètres du pénitencier. Les enquêteurs craignaient que les détenus n'en viennent à faire usage de violence. Le personnel de la prison identifia les 7 évadés. William Gilbert avait commis 4 meurtres. La peine de mort dont il avait écopé avait été commuée en une peine de prison à vie en 1986, l'année où le Nouveau-Mexique avait aboli la peine de mort. James Kinslow était un violeur en série et un meurtrier. À l'âge de 22 ans, il avait été condamné à 3 peines d'emprisonnement à vie. David Gallegos purgeait une peine pour un vol à main armée. Robert Davis était un ex-policier devenu voleur à main armée. John Schmidt, Hector Torres et Michael Romero étaient également des criminels violents qui purgeaient de longues peines d'emprisonnement. La police d'État du Nouveau-Mexique assigna David Osuna à cette enquête. Je pouvais entendre les gens du service correctionnel dire « Ah non, pas James Kinslow, William Wayne Gilbert et David Gallegos ». C'étaient sans doute les prisonniers les plus connus et les plus dangereux du pénitencier du Nouveau-Mexique. Voici Keith Norwood, le directeur du pénitencier. Ces types purgeaient des peines d'emprisonnement à vie. Qu'avaient-ils à perdre en s'évadant du pénitencier et en se retrouvant parmi la population? Absolument rien. Le facteur temps est primordial quand on doit capturer un évadé. On dispose de 24 à 48 heures pour arrêter ces individus. Après, il y a de grosses chances qu'ils soient sortis de la zone de recherche qu'on a établie. Carlos Maldonado était enquêteur criminel au sein de la police d'État du Nouveau-Mexique au moment de cette évasion. On a ouvert les cellules des évadés pour y prendre certains de leurs vêtements et les faire renifler par des chiens. Ensuite, on a conduit les chiens dans la zone de recherche pour voir s'ils retrouvaient ces odeurs. On devait arrêter ces types avant qu'ils ne commettent des actes violents envers les citoyens. Le niveau de stress des policiers était très élevé. Ça a été une des opérations de recherche les plus importantes auxquelles j'ai participé. Certains de nos hommes conduisaient des véhicules à 4 roues, d'autres étaient à cheval. Tous les moyens de transport étaient bons pour trouver ces détenus. L'hélicoptère de la police d'État, qui était équipé d'un FLIR, survolait les lieux. Le FLIR est un système infrarouge à vision frontale. Une caméra est installée sous l'hélicoptère. La caméra infrarouge nous permet de déceler des traces de chaleur corporelle au sol. Les pilotes d'hélicoptères travaillaient en coordination avec les équipes de recherche au sol. On réagissait immédiatement aux informations transmises par les pilotes. Quand ceux-ci ne voyaient rien de suspect, on leur indiquait les endroits où les évadés pouvaient se cacher. On faisait des battues. On déplaçait nos équipes tactiques vers ces endroits afin qu'elles puissent y mener des recherches au sol à pied. D'autres équipes ont fait du porte-à-porte dans les quartiers près du pénitencier. D'autres encore suivaient des pistes en se basant sur des informations transmises par des gens qui avaient aperçu des individus suspects. Près du pénitencier, les chiens trouvèrent la piste des évadés. Ils ont suivi cette piste jusqu'à l'autoroute 25, où elle s'arrêtait brusquement. La piste se terminait au bord de l'autoroute de l'État. Pour les autorités, ce n'était pas bon signe. S'ils avaient pu mettre la main sur une arme à feu en prison, il était vraisemblable de croire qu'ils avaient aussi prévu une voiture. Il est difficile de s'évader à pied au Nouveau-Mexique, parce que l'eau est rare et qu'il y a beaucoup de cactus, des serpents et toutes sortes de bestioles la nuit. Le gouverneur autorisa alors la garde nationale à participer à la chasse à l'homme et donna l'ordre aux policiers d'abattre les 7 hommes si c'était nécessaire. Les enquêteurs savaient que les recherches pour retrouver les évadés ne constituaient qu'une partie de leur tâche. Ils devaient aussi obtenir des informations sur eux. Ils examinèrent les dossiers des fugitifs.
On devait analyser les registres de la prison, déterminer combien d'appels ils avaient faits et avec qui ils étaient en relation. Le lieutenant Mark Radosevich. Les pénitenciers conservent des tonnes de documents. On note les noms de tous ceux qui entrent et sortent de l'immeuble. On note aussi le moment où les détenus sont logés dans une nouvelle cellule et où ils se trouvent pendant la journée. Il faut un certain temps pour trouver toutes ces données, mais c'est faisable. Pour l'heure, les évadés semblaient avoir toutes les chances de leur côté. Ces types avaient eu tout le temps requis pour planifier, trouver des stratégies et mettre leurs projets à exécution. Carlos Maldonado était alors enquêteur criminel au sein de la police d'État du Nouveau-Mexique. Mais comme on le sait, les meilleurs plans comportent aussi des failles. Et on espérait bien en profiter. Les enquêteurs croyaient qu'au moins une personne avait aidé les détenus à s'évader. Un des détenus avait une arme à feu. Comment cette arme s'était-elle retrouvée à l'intérieur? Est-ce qu'un de leurs complices travaillait pour le pénitencier? On n'en savait rien, mais on savait que cette arme était entrée dans le pénitencier de quelque façon. On soupçonnait également un proche des détenus de les avoir aidés, soit un membre de leur famille, soit un ami. Ils allaient devoir se changer et trouver de quoi manger. Ils avaient besoin de moyens de transport et de moyens de communication. On devait savoir, aussi vite que possible, qui ces détenus chercheraient à contacter. Il n'est pas nécessaire de faire une analyse poussée pour deviner que seul un membre de leur famille accepterait de mettre en jeu sa propre liberté pour les aider. C'est un dénominateur commun pour tous ces cas, et c'est une possibilité qu'on a examinée dès le début. Les enquêteurs dressèrent une liste complète des proches de tous les évadés. On voulait savoir qui leur avait rendu visite et voir si certains détenus ou membres de leur famille étaient proches d'eux. On a mis beaucoup d'efforts à cet aspect de l'enquête, sans toutefois y consacrer trop de ressources et risquer d'en subir les conséquences plus tard. C'était une tâche colossale. Le FBI se joignit aux recherches. William Brennan était alors responsable du bureau du FBI d'Albuquerque. On peut suivre toutes les pistes qui résultent des recherches, où qu'elles puissent mener. Un agent du FBI peut être envoyé n'importe où en moins d'1 heure ou 2, mener un interrogatoire ou recueillir des informations. À la prison, les enquêteurs de la police d'État interrogèrent les détenus. Mais ils devaient se montrer prudents. Il faut faire attention quand on interroge des détenus. C'est un monde à part. Ces types comptent les minutes que vous passez avec les autres. Ils vous surveillent. Si vous passez plus de temps avec l'un d'eux, ils vont se demander pourquoi. Ils vont penser que l'individu en question a peut-être divulgué des informations. Et leur vie est en jeu. C'est pourquoi on disposait d'une minuterie. Les détenus entraient, on discutait avec eux pendant 20 minutes et peu importe où on en était, on leur donnait alors congé. Les détenus de l'aile nord déclarèrent n'avoir rien su du projet d'évasion. Ces types avaient gardé leur plan strictement pour eux-mêmes. Pourtant, il est plutôt rare que des détenus ne sachent rien de ce qui se trame dans leur territoire. C'était plutôt inhabituel. Les enquêteurs interrogèrent ensuite le personnel de la prison. Ils apprirent que quelques jours avant l'évasion, les gardiens avaient trouvé et confisqué des listes de codes radio de la police d'État et de la prison dans la cellule de Robert Davis. Quelques heures après l'évasion, les gardiens avaient fait une autre découverte étonnante dans la cellule de Davis. Il s'agissait de cartes aéronautiques et des cartes géographiques du Mexique. On s'est demandé s'il comptait prendre le contrôle d'un avion et se rendre au Mexique, ou s'il s'agissait d'une fausse piste pour nous envoyer dans la direction opposée à celle qu'ils avaient prise. On a envoyé un agent à l'aéroport de Santa Fe. La police d'État mit le personnel de sécurité de l'aéroport en alerte. Le détenu Robert Davis était un homme très intelligent. Cette évasion n'était pas un coup de chance. L'opération avait été bien planifiée, ces individus étaient prêts à prendre des risques et ils étaient très motivés.
Les enquêteurs devraient demander l'aide du public. On voulait que les citoyens nous appellent s'ils voyaient un de ces évadés. Les policiers transmirent aux médias les photos signalétiques des évadés et un résumé de leurs méfaits. Il était important que les gens sachent à quel point ces types étaient dangereux pour ne pas les laisser entrer chez eux ou les aider. Les citoyens étaient nos yeux et nos oreilles. Les médias ont commencé à diffuser des reportages sur chacun des prisonniers. Les lignes téléphoniques de la police furent inondées d'appels. Tous ceux qui avaient vu quelque chose d'inhabituel à Santa Fe et dans un rayon de 65 km de la ville appelaient les services de police et les services d'échec au crime pour nous dire ce qu'ils avaient vu. Tout en examinant ces informations, les enquêteurs devaient s'assurer que toutes les issues étaient bloquées. On a complètement fermé Santa Fe. Toute la population, à commencer par le gouverneur, était préoccupée par cette affaire. L'État du Nouveau-Mexique entier était préoccupé d'ailleurs. Les gens de Santa Fe étaient terrifiés. Ils vivaient dans la peur que quelqu'un entre de force chez eux et qu'ils s'en prennent à leur famille. Il pourrait y avoir des blessés, des morts. Pour ma part, je croyais, comme certains de mes collègues, que les détenus se trouvaient toujours dans la région de Santa Fe. On pensait qu'ils n'avaient pas réussi à sortir du périmètre. 2 jours après l'évasion, un homme de Santa Fe signala une entrée par effraction dans sa maison. Les agents trouvèrent alors une combinaison de prisonniers. Cela indiquait qu'au moins un des évadés se trouvait toujours dans la région de Santa Fe. Puis le même jour, sur un champ de course à 3 km du pénitencier, un gardien de sécurité effectuait sa ronde. Un gardien de sécurité a vu quelqu'un à proximité de la piste de course. Il a obligé l'individu à s'arrêter et après quelques questions, il a compris que c'était l'un des évadés. Il a réussi à lui passer des menottes et à appeler les autorités locales. La police d'État du Nouveau-Mexique identifia l'homme. C'était Héctor Torres, un des 7 évadés. Après cette capture, on croyait que les autres étaient vraisemblablement toujours dans les environs. Un des détenus avait été retrouvé. Les autorités dépêchèrent une unité SWAT à la piste de course pour rechercher les 6 autres évadés. S'ils se cachaient au même endroit, les policiers pourraient les piéger. Mais on pouvait craindre le pire car les évadés étaient extrêmement dangereux. Près de Santa Fe au Nouveau-Mexique, 7 détenus s'étaient évadés d'un pénitencier à sécurité maximale. L'un d'eux avait été remis en détention et une unité SWAT fouillait un champ de course à la recherche des 6 autres hommes. On ne trouva aucune trace des autres fugitifs. La seule piste des enquêteurs était Héctor Torres, l'homme qu'ils avaient capturé. Carlos Maldonado était alors enquêteur criminel au sein de la police d'État du Nouveau-Mexique. Quand on l'a interrogé, il a déclaré qu'il marchait depuis des heures. Il ne savait pas où aller. Il marchait sans but. Il a dit « J'étais si épuisé que je me suis retrouvé devant le pénitencier sans m'en rendre compte. » Torres déclara qu'il ne savait rien du projet d'évasion avant que Gilbert n'ouvre sa cellule. En voyant qu'il était libre, il avait profité de l'occasion. Selon Torres, 4 détenus étaient restés ensemble. Il s'agissait de Gilbert, Davis, Kinslow et Gallegos. Les autres étaient partis dans des directions différentes. Les enquêteurs soupçonnaient les 4 prisonniers d'avoir planifié l'évasion ensemble. Gilbert avait sans doute remis Torres, Romero et Schmidt en liberté pour compliquer le travail des policiers. Voici William Brennan, qui est alors l'agent du FBI chargé de l'enquête. C'était une très bonne idée de la part des organisateurs de cette évasion, parce qu'en libérant ces types qui n'avaient aucun plan et qui ignoraient où aller, cela donnerait du fil à retordre aux autorités qui seraient bien obligées de les capturer eux aussi. 3 jours plus tard, les policiers croyaient que les 6 évadés se trouvaient toujours dans la région de Santa Fe. Il y avait le voleur Michael Romero, le criminel violent John Schmidt, William Gilbert, l'auteur de 4 meurtres, l'ex-policier et voleur Robert Davis, le violeur en série James Kinslow et enfin le voleur David Gallegos.
ces hommes constituaient une grande menace pour les citoyens de la région. Il n'y avait aucun doute que ces types entreraient de force dans des maisons pour trouver de quoi manger et pour s'y abriter. De plus, ils devaient trouver un moyen de transport pour quitter le secteur. Le 7 juillet, les pires craintes des policiers prirent forme. En banlieue de Santa Fe, une adolescente gardait son jeune cousin. En regardant par la fenêtre, elle a vu un homme s'approcher de la maison. Elle était méfiante, comme tout le monde de Santa Fe du reste. Elle a pu alerter la police et signaler qu'un homme suspect s'approchait de sa maison. Par miracle, l'intrus s'enfuit après n'avoir pris qu'un pain. Les policiers arrivèrent rapidement sur les lieux. Les enquêteurs demandèrent à l'adolescente d'identifier l'intrus. L'ex-enquêteur de la police du Nouveau-Mexique, David Osuna. Cette jeune femme a identifié David Gallegos comme étant celui qui était entré par effraction dans sa maison. Des unités SWAT convergèrent dans le secteur. Les policiers ont fouillé toute la maison dans un rayon d'1,5 km à la recherche des évadés. Gallegos et ses 5 complices étaient introuvables. Quand on reçoit un appel comme ça, selon lequel les évadés sont entrés par effraction dans une maison, qu'ils ont volé des vêtements et de la nourriture, cela signifie qu'ils cherchent à modifier leur apparence et leur identité. Ils essaient de se fondre dans la population. Ils iront au restaurant et auront des activités normales. Mais en fait, ils ne cherchent qu'une occasion pour quitter le secteur. Le lendemain, on obtint de nouvelles informations. À 130 km au sud de Santa Fe, un patrouilleur vit un objet étrange à l'arrière d'un camion à plateforme. Il obligea le camion à se ranger. Un homme était caché à l'arrière. Il s'agissait d'un autre évadé, l'ex-policier devenu voleur Robert Davis. Les agents de la police d'État interrogèrent Davis. L'interrogatoire de Robert Davis nous a permis de résoudre toute cette affaire. Robert a pu nous raconter comment ce plan avait été échafaudé. Il nous a tout décrit depuis le début, comment l'évasion s'était faite et où, à son avis, se trouvaient les 3 évadés les plus dangereux. Selon Davis, Gilbert, Kinslow et Gallegos étaient toujours ensemble. Comme la police l'avait soupçonné, un proche parent de David Gallegos les aidait. Ce parent devait les conduire à une entreprise d'entreposage où ils se cacheraient jusqu'à ce que la police lève les barrages routiers. Ensuite, ce même parent de Gallegos les conduirait à Albuquerque où ils prendraient la fuite vers la Californie. Mark Radosevich, ex-lieutenant de la police d'État du Nouveau-Mexique. Je crois que l'équipe d'enquête et l'équipe de direction se disaient que ces informations n'étaient sans doute pas exactes, mais elles étaient crédibles. En se basant sur la déposition de Davis selon laquelle les hommes prévoyaient traverser la frontière, la police du Nouveau-Mexique contacta le FBI. Au bout du compte, le FBI a conclu que ces types avaient vraisemblablement quitté le Nouveau-Mexique et que l'enquête pouvait maintenant relever de leurs compétences. Le FBI a décidé de déposer une plainte contre ces types pour fuite illégale en vue d'éviter l'emprisonnement. Cette plainte permit de jeter comme un filet sur tout le pays. Partout aux États-Unis, des agents se mirent à la recherche des évadés. La chasse à l'homme s'intensifia. Au Nouveau-Mexique,
les enquêteurs tournèrent leur attention sur l'entreprise d'entreposage où les évadés se seraient cachés. Selon Davis, ils avaient loué un espace sous un faux nom et en donnant une fausse adresse. Les agents aidés des policiers fouillèrent les dossiers de toutes les entreprises d'entreposage près de l'aéroport de Santa Fe. Ils vérifièrent un à un les noms et les adresses de ces dossiers. Tout était normal. Le fait qu'on n'ait pas trouvé Gilbert, Kinslow et Gallegos indiquait que quelqu'un les cachait sans doute dans le secteur de Santa Fe. Les agents et la police d'État enquêtèrent sur les proches des fugitifs dans l'espoir de découvrir qui les aidait. Le FBI a retracé ces personnes, noté leurs adresses, déterminé quel genre de personnes c'était et si elles pouvaient avoir aidé ces hommes à s'évader. On a éliminé de notre liste plusieurs personnes qui, selon nous, n'avaient joué aucun rôle dans cette affaire. Il nous est resté une poignée de suspects. Parmi ces suspects se trouvait le beau-frère de Gallegos. Plusieurs agents, notamment moi-même, nous sommes retrouvés à Albuquerque pour y interroger des membres de la famille de Gallegos. Le beau-frère de Gallegos affirma que les fugitifs n'avaient pas cherché à le contacter. Il n'avait pas la moindre idée de l'endroit où ils étaient. Les enquêteurs le soupçonnaient de mentir. Quelques jours s'écoulèrent. La police maintint les barrages routiers. Des centaines de policiers continuaient de chercher les 5 derniers fugitifs. Même si 3 évadés avaient peut-être réussi à partir pour la Californie, 2 d'entre eux se trouvaient vraisemblablement toujours dans la région de Santa Fe. Le 11 juillet, 7 jours s'étaient écoulés depuis l'évasion. Une jeune fille de 17 ans était seule chez elle dans un quartier aisé. Elle ignorait qu'il y avait des intrus à l'intérieur de la maison. 2 hommes armés firent alors irruption. Ils lui ordonnèrent de leur donner ses clés d'auto. La jeune femme avisa la police de Santa Fe. En arrivant sur les lieux, un agent de police aperçut 2 fugitifs qui se dirigeaient dans sa direction. L'agent évita la voiture à la dernière minute. 410 vehicle spotted in pursuit. Les fugitifs, eux, n'eurent pas la même chance. On aurait pu croire qu'ils étaient blessés parce qu'ils avaient eu un gros accident. Ce n'était pas un petit accrochage. Michael Romero fut capturé. Mais Schmidt parvint à prendre la fuite. Il se cachait quelque part dans le quartier. Peut-être était-il blessé. Une chose était sûre, il ferait tout pour conserver sa liberté. Au Nouveau-Mexique, 3 évadés de prison avaient été retrouvés. 4 autres étaient toujours en fuite. Au matin du 12 juillet, un habitant de Santa Fe remarqua une trace de sang qui menait à son garage. Il alerta la police. La maison était située dans le quartier où Michael Romero avait été arrêté et où John Schmidt avait disparu la veille au soir. Les agents suivirent la trace de sang jusqu'au garage. Ils y trouvèrent John Schmidt. Ce type a été arrêté dans un garage près de la demeure du gouverneur au centre-ville de Santa Fe. Cette histoire a causé tout un émoi. L'ex-agent du FBI chargé de l'affaire, William Brannon. Après l'arrestation des 4 premiers évadés, il ne restait plus que Gilbert, Kinslow et Gallegos en liberté. C'étaient les 3 évadés les plus dangereux. William Gilbert avait été reconnu coupable de 4 meurtres, James Kinslow de viol et David Gallegos de vol. Il s'était maintenant écoulé près de 3 semaines depuis l'évasion et les enquêteurs commençaient à manquer de temps et d'argent. Non seulement les criminels les plus dangereux étaient toujours en liberté, mais en plus les barrages routiers monopolisaient beaucoup de ressources. On a finalement décidé de les lever. David Osuna de la police d'État du Nouveau-Mexique interrogea Robert Davis de nouveau.
Davis refit les mêmes déclarations. Il insistait sur le fait que les évadés se trouvaient toujours à Santa Fe dans un espace d'entreposage, et je dois dire que je le croyais. Les agents et les policiers continuèrent de suivre leur seule piste. Ils retournèrent aux entreprises d'entreposage de la région de Santa Fe. On s'est alors retrouvé à une entreprise près d'Airport Road. À l'entreprise, les policiers découvrirent que des individus avaient vécu dans un espace d'entreposage pendant un certain temps. Les enquêteurs constatèrent qu'un petit trou avait été pratiqué à travers le mur de ciment. Même si ce trou était petit, il permettait de voir la circulation, les passants et tout le reste. Le lieutenant Mark Radosevich. Les agents avaient vérifié cet endroit à plusieurs reprises. Ils avaient examiné les dossiers, mais certains d'entre eux avaient été mis par inadvertance dans un autre classeur et n'avaient pas été remis aux agents lors de leur visite. On avait été à 2 doigts de trouver ces types. La découverte de l'espace d'entreposage confirmait les soupçons des agents quant au fait que les fugitifs avaient des complices. On croyait que quelqu'un avait des contacts avec le groupe. Les enquêteurs mirent les proches des 3 évadés sous surveillance. L'ex-enquêteur criminel Carlos Maldonado de la police d'État du Nouveau-Mexique. On a fait de la surveillance à découvert sans toutefois être agressif. Les gens regardent par une fenêtre et ils nous voient garés devant chez eux. On veut ainsi augmenter leur niveau de stress afin qu'ils commettent des erreurs. Les agents obtinrent également la liste de tous les appels effectués et reçus sur les lignes téléphoniques de certains proches des fugitifs. On a fait installer un afficheur sur la ligne d'un individu en particulier. Le 21e jour de l'enquête, il a reçu un appel d'un motel d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique. On a alors envoyé un agent du FBI et un agent de police de l'État au motel. Ceux-ci montrèrent des photos des fugitifs à la réceptionniste. La femme reconnut les 3 hommes. Elle déclara qu'ils venaient tout juste de régler leurs notes. Les policiers et les agents du FBI fouillèrent le secteur, mais ils ne trouvèrent aucune trace des évadés. On croyait que William Wayne Gilbert, James Kinslow et David Gallegos avaient quitté l'État. On n'a pas obtenu d'autres pistes, aucun appel ni rien d'autre. Les enquêteurs pensaient que les fugitifs avaient pris la direction de la Californie. Ils savaient que Gallegos y avait des proches parents. En outre, l'évadé Robert Davis avait parlé de la Californie. Les autorités contactèrent les services de police et les bureaux du FBI de la Californie afin qu'ils recherchent les 3 hommes. Ils voyageaient vraisemblablement ensemble. Les autorités craignaient particulièrement James Kinslow. En raison de ses antécédents, il avait tué plusieurs personnes et commis des viols. On pensait qu'il recommencerait. Les craintes des agents du FBI étaient justifiées. James Kinslow, reconnu coupable de meurtre et de viol, était entré de force dans une maison de Flagstaff en Arizona. Il demanda aux occupants s'il y avait des armes à feu dans la maison. Il a trouvé plusieurs pistolets, un fusil de chasse et 4 carabines. Il disposait maintenant de plusieurs armes à feu. Il força tous les membres de la famille à monter dans la mini-fourgonnette. Ensuite, ils se rendirent à Barstow, en Californie, à 500 km de là. À Barstow, il retint la famille en otage dans une chambre de motel. 3 heures plus tard, il quitta les lieux en emmenant avec lui la fillette de 11 ans du couple.
Il est parti avec l'enfant de 11 ans dans leur véhicule. La mère et le père ont réussi à se libérer de leurs liens. Ils ont appelé la police de Barstow. Le service de police de Barstow contacta immédiatement le FBI. Le FBI a aussitôt envoyé des agents afin qu'ils cherchent le véhicule que conduisait Kinslow. Bucky Cox était alors directeur du bureau du FBI de Los Angeles. Le fait que Kinslow ait enlevé cette fillette de 11 ans rendait l'affaire encore plus sérieuse. Il n'y a rien qui capte autant l'attention des autorités que le fait qu'un criminel cherche à s'en prendre à un enfant. Les agents et la police ratissèrent les rues à la recherche de la mini-fourgonnette. 2 heures plus tard, ils eurent un incroyable coup de chance quand la fillette de 11 ans s'approcha d'une voiture de patrouille à Garden Grove, en Californie, à 185 km de Barstow. Elle déclara à l'agent de police qu'elle avait été enlevée à Flagstaff, en Arizona, par un évadé de prison avec le reste de sa famille. Le fugitif avait parcouru plusieurs kilomètres avec la fillette avant de la laisser derrière un restaurant. Le fugitif lui a dit « Ne bouge pas, je reviens. Si tu pars, je vais te retrouver. » Mais dès qu'il est parti, elle lui a désobéi. Elle s'est rendue au bord de la rue où elle a fait signe à une voiture de patrouille. Elle donna aux policiers une description précise de James Kinslow. Selon l'enfant, son ravisseur conduisait toujours la mini-fourgonnette de son père. Elle ajouta qu'elle avait entendu convenir d'une rencontre avec des amis à un parc pour caravanes, non loin de là. Les agents de Garden Grove se dispersèrent pour fouiller le secteur à la recherche du véhicule de la famille enlevée. Ils ne tardèrent pas à le trouver. Les agents de Garden Grove ne se sont pas approchés du véhicule. Ils se sont cachés pour le surveiller avec l'idée d'arrêter l'individu qui s'en approcherait. Ils se sont cachés pour que personne ne sache que ce véhicule les intéressait. Une unité SWAT du FBI établit un poste de commandement dans un centre commercial à 2 pâtés de maison du parc pour caravanes. On ne voulait pas que celui qui s'approcherait de ce véhicule ou qui y monterait puisse nous apercevoir. Les enquêteurs de Garden Grove poursuivirent leur opération de surveillance. Tout à coup, on a entendu quelqu'un sur la radio nous dire que les phares étaient allumés et que quelqu'un avait fait démarrer la camionnette. Quelques secondes plus tard, la camionnette s'est mise en marche. Elle roulait. Les policiers se mirent à sa poursuite. Les enquêteurs avaient cru que le véhicule était vide, mais apparemment, Kinslow était à bord depuis le début. Le meurtrier et violeur était enfin dans la mire des policiers. Le FBI devait prendre une décision. Devait-on suivre le véhicule au cas où cela nous permettrait d'arrêter aussi Gilbert et Gallegos? Était-il préférable d'arrêter Kinslow sans attendre? Les agents ont alors décidé d'arrêter immédiatement Kinslow. Les agents du FBI et les policiers de Garden Grove cernèrent le véhicule de toutes parts. Il y avait une camionnette devant lui, le FBI derrière lui. Je crois qu'il y avait également une voiture de patrouille de Garden Grove derrière lui. Je suis arrivé par l'autre côté et je me suis placé à côté de son véhicule pour lui barrer la route. Kinslow était en mauvaise posture. Mais les policiers craignaient que ce meurtrier impitoyable ne leur résiste. À Garden Grove, en Californie, des agents du FBI aidés de policiers avaient cerné le dangereux fugitif James Kinslow. Ils craignaient de ne pas pouvoir s'en tirer aisément.
James Kinslow se rendit finalement sans opposer de résistance. Anything you say or can will be used against you in a court of law. You have the right to have an attorney. You can't afford one. One will be appointed to you. Les enquêteurs firent une découverte troublante dans la mini-fourgonnette. Voici Bucky Cox, alors directeur du bureau du FBI de Los Angeles. Sur le plancher du véhicule, on a trouvé un revolver Magnum 357 du côté du conducteur. Les enquêteurs trouvèrent d'autres armes à l'arrière de la camionnette. Kinslow fut interrogé au poste de police de Garden Grove. Les agents voulaient savoir où se trouvaient les deux derniers fugitifs. Les policiers exercèrent de la pression sur Kinslow. Bien que celui-ci n'eût plus rien à perdre, il se mit à parler. William Brennan, alors agent spécial du FBI chargé de l'affaire. Ces types n'ont aucun sens de l'honneur. Kinslow nous a dit où se trouvaient Gilbert et Gallegos. Selon Kinslow, les deux autres évadés avaient loué une chambre de motel à Garden Grove. Ils ne connaissaient pas leur numéro de chambre, mais il put leur dire où celle-ci était située. Kinslow a accepté de nous faire un dessin du motel et de la chambre en question. Il nous a également dit qu'un de leurs proches parents avait conduit Gilbert et Gallegos à ce motel et qu'ils se trouvaient toujours avec eux. Gilbert et Gallegos se trouvaient au 2e étage. Leur complice était dans la chambre, directement sous la leur. Depuis leur poste de commandement à 2 pâtés de maison du motel, les agents du FBI évaluaient la possibilité de prendre la chambre d'assaut. Les fugitifs étaient armés et ils n'avaient plus rien à perdre. En outre, le motel était rempli d'innocentes personnes. On pouvait prendre les lieux d'assaut, mais ce plan était risqué. De plus, si on se trompait de chambre, on allait réveiller tout le quartier et la situation serait encore plus dangereuse. On a soupesé le pour et le contre. L'opération était risquée, mais la possibilité de perdre les fugitifs était encore plus terrifiante. Le FBI décida finalement de faire un raid dans la chambre de motel. On avait 2 chambres indépendantes l'une de l'autre. Une où étaient les 2 fugitifs du Nouveau-Mexique et une autre où se trouvait celui qui les avait aidés. On a décidé qu'une unité SWAT ferait éruption dans la chambre des 2 fugitifs. On frapperait à la porte de la chambre du dessous dès qu'on entendrait la bombe aveuglante exploser au-dessus. À 6h30 du matin, une unité SWAT fit irruption dans la chambre de motel numéro 243. On n'a pas frappé. On a lancé une bombe aveuglante. Ça a désorienté les occupants de la chambre. William Gilbert et David Gallegos furent rapidement mis en état d'arrestation. Dans la chambre, les agents trouvèrent 2 fusils au canon tronçonné, un revolver de même qu'une importante quantité de munitions. Je crois qu'une fois rendus à ce motel, ces types ont probablement pensé qu'ils avaient réussi et qu'ils s'en étaient tirés indemnes. Mais grâce à nos efforts, on les a rattrapés. Les 7 fugitifs étaient maintenant en détention. Ça a été une expérience extraordinaire que de les voir capturés parce que l'équipe avait fait du bon boulot. C'était formidable. Le 31 juillet, 27 jours après l'évasion, les derniers fugitifs furent reconduits au pénitencier du Nouveau-Mexique. Ils avaient mis plusieurs mois à planifier leur évasion. Encore aujourd'hui, nul ne sait comment Gilbert a pu faire entrer une arme à feu en prison.
Après cette évasion, l'État du Nouveau-Mexique a fait construire une nouvelle prison au dispositif de sécurité plus moderne. Grâce au travail acharné des autorités policières du Nouveau-Mexique et du FBI, Michael Romero, Robert Davis, John Schmidt et Hector Torres ont écopé de peines additionnelles. Quant à William Gilbert, James Kinslow et David Gallegos, ils croupiront pour le restant de leur jour en prison.